de commencer, évidemment, je tiens à remercier les organisateurs de cette manifestation à deux titres. Je tiens à les remercier évidemment parce que ça me permet de m'exprimer aujourd'hui, et j'aime bien ça. Mais surtout, je les remercie parce que, comme l'a précisé Pascal dans son introduction, en tous les cas en ce qui me concerne, et pour être très honnête, je ne connaissais pas, avant d'avoir accepté cette contribution, je ne connaissais pas les travaux de Gilbert Durand. Donc évidemment, il a fallu quand même qu'à un moment donné, j'aille un petit peu voir ce que disait Gilbert Durand. J'ai vraiment découvert un personnage assez exceptionnel, aussi bien dans son parcours scientifique que dans son parcours personnel. Mais c'est son parcours scientifique ici qui va nous intéresser, et les liens que j'ai pu faire entre ce que j'ai pu lire chez lui et la thématique que je développe depuis quelques années. Et notamment une question à laquelle on est un certain nombre à essayer de répondre, c'est d'essayer de comprendre si la pensée spontanée, alors je définirai évidemment de quoi il s'agit ultérieurement, peut nous servir comme vecteur, comme médium pour préexpérimenter ou imaginer le futur. Alors ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Avant de venir à cette question, et donc comme je me suis un petit peu plongé, alors évidemment de façon très très superficielle, réductionniste au possible, etc., et vous m'en excuserez, je l'espère. Donc là, je prends énormément de précautions, ça me permettra d'atténuer peut-être le nombre de sottises que je pourrais dire en travestissant la pensée de Gilbert Durand. Alors ce qui m'a intéressé quand même, parce que il y a quand même un certain nombre de choses, et Pascal l'a dit tout à l'heure, effectivement, je n'avais pas du tout ce cadre théorique pour construire ma réflexion autour de la pensée spontanée et de son implication dans l'imagination. Il y a un certain nombre de concepts qu'a développé Gilbert Durand qui, de fait, ont quand même une résonance assez importante par rapport à certains concepts que je peux manier de mon côté, et on verra tout à l'heure quelles sont ces affinités. Alors, tout d'abord, il y a une chose quand même qui m'a intéressé et que j'ai retrouvé dans un certain nombre de textes. Et, il semble que Gilbert Durand suppose que l'imaginaire, c'est l'étalon hors de toute hominisation. Et donc, à travers la révolution anthropologique qu'il a initiée, où, a priori, il dit que l'imaginaire est l'ensemble des images et relations d'images constituant le capital pensée de l'Homo sapiens, qu'il est le dénominateur fondamental où viennent se ranger toutes les procédures de la pensée humaine. Donc ça m'a éminemment intéressé, et ce qui m'a éminemment intéressé, c'est le fait qu'il considère l'imagination comme une faculté psychologique, une modalité de l'imaginaire, finalement. Alors j'espère là aussi ne pas m'être trompé en lisant correctement ce qu'il a pu écrire. Ce que j'ai trouvé aussi très en résonance avec ce qui m'intéresse par rapport à l'implication de la pensée spontanée dans l'imagination et dans la préexpérimentation des événements futurs, c'est le fait que chez Durand, on retrouve l'idée qu'il y aurait une puissance de l'imagination. D'ailleurs, il me semble que Durand parle d'ailleurs de puissance dynamique, donc une puissance de l'imagination qui serait fondée sans doute sur l'image. Et il y a un autre aspect, là aussi, que je vais réinterpréter à ma façon, donc qui est peut-être pas fondamentalement la meilleure, mais c'est la distinction qu'il opère entre cette division entre un régime diurne des images et un régime nocturne des images. Alors moi, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une espèce de parallèle, certainement osé, probablement un peu périlleux, dans la mesure où c'est toujours possible, comme ça, de réinterpréter un peu à l'envie des concepts en les déplaçant sur un référentiel qui est un peu différent. Alors, j'ai pas pu m'empêcher quand même de faire un rapprochement entre ces deux pôles, que sont les régimes diurnes et nocturnes, et puis l'imagerie qui est associée d'une part aux pensées spontanées, dont je vais vous parler par la suite, et d'autre part aux rêves. Donc, ce qui est intéressant, alors, je ne vais pas parler d'imaginaire, je ne vais pas parler d'imagination, pas trop peut-être, mais ce qui m'intéresse, c'est la place, non pas simplement de l'image, mais de l'imagerie mentale et de l'association entre l'imagerie mentale et l'imagination dans une perspective qui est tout à fait fonctionnelle, où on va considérer l'imagination, par le biais des pensées spontanées, va pouvoir être considérée comme une activité qui permet de se projeter dans le futur et, in fine, de participer à l'adaptation à notre environnement. Alors, avant de parler de tout ça, je propose de donner une définition de l'imagination. Alors, c'est une définition qui est psychologique, et donc, évidemment, qui est vue sous le prisme de cet angle particulier de vue qu'est la psychologie. Donc, c'est une définition très récente qui a été donnée l'année dernière par Luca Tateo,
et qui dit que l'imagination est un élément omniprésent de l'expérience humaine qui enrichit la perception sensorielle et fonde la pensée. Alors je crois que c'est important de bien comprendre, comme le laisse d'ailleurs à penser cette définition, hein, que la perception et l'imagination, ce ne sont pas des choses qui sont indépendantes, ni séparables. Par exemple, si on perçoit une voiture, cette perception peut tout à fait s'accompagner de l'imagination, par exemple de l'intérieur de la voiture. On peut même s'imaginer en train de conduire cette voiture. Inversement, imaginer par exemple que le bruit que l'on entend dehors est causé par le camion de ramassage des ordures, pourquoi pas, peut tout à fait affecter ce que et comment nous voyons en regardant dehors ultérieurement. Et donc, il faut bien préciser, et je pense que c'est tout à fait nécessaire de bien avoir cela en tête, que ce que nous imaginons n'est pas nécessairement au centre de ce que nous avons à la conscience. Ça peut tout à fait être en arrière-plan, et donc, en quelque sorte, venir encadrer notre perception d'un moment donné particulier dans l'interaction qu'on a avec notre environnement, et donc venir un petit peu ancrer dans une espèce d'horizon imagé d'autres perceptions qui peuvent être des perceptions qui sont une anticipation de ce qui peut se passer dans le futur. Alors ça amène d'ailleurs plusieurs auteurs à insister sur le fait qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans une espèce de simplification qui consisterait à simplement corréler l'imagination avec l'absence, avec ce qui n'est pas présent, et donc à considérer l'imagination comme une espèce de processus permettant uniquement de représenter ce qui est absent. C'est peut-être plus juste, et certainement plus proche de la réalité, de considérer que l'imagination, c'est un état entre la présence et l'absence. C'est donc une espèce de processus mental qui pourrait servir de médiateur entre ce qui est présent et ce qui est absent. Et donc, pour boucler avec ce que je disais il y a quelques instants, imagination et perception ne peuvent pas être décorées. L'imagination, et je vais vous donner une petite illustration dans quelques instants, l'imagination peut s'appuyer sur la perception, mais elle peut s'appuyer sur la perception, mais elle peut nous faire dépasser les limites de l'expérience disponible à un moment donné. Par exemple, une illustration, quelqu'un qui regarderait un cycliste exécuter une descente très rapide sur un terrain difficile, entre des arbres, etc., peut être amené à dépasser cette expérience perceptive et imaginer ce qui n'est pas, ce qui est absent. Il n'est pas impossible. Par exemple, la chute du cycliste. Donc, imaginer, ça permet de dépasser la perception et en faisant notamment et très certainement appel à nos connaissances, à nos expériences du monde, connaissances et expériences du monde qui vont en quelque sorte fournir des étayages, des échafaudages à notre imagination. Et en retour, l'imagination va pouvoir nous orienter, elle va pouvoir nous guider vers une connaissance plus approfondie ou une modification de la réalité perceptive. Donc, l'imagination, c'est une expérience de pensée, c'est une expérience de pensée qui est fréquente, voire permanente. C'est une expérience de pensée qui peut être initiée intentionnellement, mais qui peut aussi apparaître de façon complètement spontanée. Et justement maintenant, je voudrais juste qu'on va s'intéresser maintenant à une forme particulière d'expérience de pensée qui, on va le voir, en tout cas je vais essayer de le démontrer, peut être impliquée dans cette imagination, et notamment cette imagination de notre futur. Alors, je vais vous parler de pensée spontanée, la pensée spontanée, sachant que c'est un terme un petit peu large qui regroupe beaucoup de choses un petit peu différentes. Alors, on ne sait pas trop sur quoi elle se différencie. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques minutes. Donc, ce terme de pensée spontanée, il a été introduit, il a été proposé par Kieran Fox et Kalina Christophe en 2018, donc c'est assez récent. Hein. Et donc, comme je vous le disais, ça apparaît comme une espèce de grand chapeau sous lequel on va trouver différents concepts comme la divagation de la pensée, donc mind wandering en anglais, ou vagabondage de l'esprit. La traduction en français, c'est toujours approximative et elle est fluctuante. On va trouver d'autres concepts comme le rêve éveillé, comme la créativité, et puis toutes sortes de formes d'expériences de pensée. Alors comme le terme de pensée spontanée, c'est un mot un peu valise en quelque sorte, hein, c'est un chapeau très large, c'est finalement assez difficile d'en donner une définition précise.
Et de fait, quand on regarde un petit peu dans la littérature, il n'y a pas forcément de définition consensuelle. Il y a des définitions qui sont relativement précises, mais elles ne sont pas consensuelles. On ne sait pas trop ce qu'est vraiment la pensée spontanée. Donc, je vous en proposerai plusieurs définitions dans quelques instants, mais alors ces définitions, on va voir, elles se recoupent, hein, mais on verra aussi qu'elles peuvent présenter des caractéristiques un petit peu différentes, voire diverger sur certaines dimensions. Alors toutefois, avant de voir ces définitions, sans même définir ce que c'est que la pensée spontanée, on peut tout à fait préciser à quoi cela renvoie en faisant appel à notre propre expérience. Parce qu'effectivement, si on a du mal au niveau scientifique à trouver une définition consensuelle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en revanche, on est tout à fait capable, à titre individuel, tout un chacun, d'en parler parce qu'on en fait l'expérience continuellement, au quotidien. Et si on prend une situation évidemment, qui n'a aucune ressemblance avec celle que vous êtes en train de vivre, on partage quand même certaines similitudes. Donc on pourrait très bien imaginer que ce personnage ici, c'est moi en train de vous parler, même si j'ai aucun résultat révolutionnaire dont je voudrais vous faire part, et vous êtes l'assistance, donc en train de m'écouter, plus ou moins d'ailleurs, et il y a fort à parier que parmi toutes les personnes qui sont ici en train de m'écouter, certaines n'ont pas écouté tout ce que j'ai dit depuis le début, parce qu'à un moment donné, il y a une fluctuation de la pensée s'échappe, on va penser à tout à fait autre chose, un peu comme ce personnage ici à droite, qui rêve de quelque chose dont on rêve presque tous en ce moment, une île paradisiaque où on va pouvoir s'étendre sur un lac. Donc c'est une expérience qui phénoménologiquement a tout à fait du sens, puisqu'on est tout à fait capable de comprendre ce que c'est que la pensée spontanée. Maintenant, comment est-ce qu'on la définit de façon un petit peu plus scientifique, et comment est-ce qu'on l'étudie, et comment est-ce qu'on va essayer de répondre à la question qui m'interroge depuis le début? Est-ce que ces pensées spontanées permettent d'imaginer ou de préexpérimenter le futur? Donc les pensées spontanées, vagabondage de l'esprit, on va retrouver toute une terminologie autour de ce concept. Donc c'est un mode de pensée qui apparemment est quelque chose de non délibéré, qui se fait sans forcément de but particulier. Donc c'est une expérience qui est très commune, hein, qui est probablement nécessaire, et donc que chacun de nous vit au quotidien. Donc c'est un phénomène qui est assez fascinant, hein. Souvent il a été décrit comme s'apparentant une espèce de théâtre privé. J'aime bien cette image. Enfin, bref, pour donner une première définition, alors les définitions elles vont arriver un petit peu par ordre chronologique d'apparition sur la scène scientifique. Donc une première définition que je vous invite à lire, c'est celle une définition qui date du début des années 70, dans laquelle Jérôme Singer qualifie ce qu'il appelle le mind wandering, qui depuis est devenu un concept qui appartient à la notion de pensée spontanée. Donc il qualifie le mind wandering comme un déplacement de l'attention préalablement dirigée vers une tâche initiale, physique ou mentale, que nous nous sommes fixés, ou préalablement destinés à regarder ou écouter directement quelque chose dans l'environnement externe, vers une séquence de réponses indépendantes dirigée vers un stimulus interne. Alors Singer rajoutera que ce phénomène de vagabondage de l'esprit, finalement, c'est qu'une manifestation de quelque chose que William James avait déjà plus ou moins conceptualisé sous le terme de flux de la conscience. C'est une terminologie qui est assez intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle englobe deux caractéristiques fondamentales de la conscience. D'une part, le fait que les états de conscience ou les contenus de la conscience obéissent à une dynamique. Cette idée de flux ininterrompu, avec cette idée de modification des états de conscience. Et puis la deuxième idée, c'est que les états de conscience d'une personne, même si sont perpétuellement en train de changer, malgré ces modifications permanentes, l'expérience même de la conscience, elle apparaît néanmoins comme quelque chose qui est relativement continu. Alors je vous propose deux autres définitions, et puis après je vous laisserai tranquille avec cette notion de définition, et toujours dans l'ordre chronologique. Une première qui a été donnée en 2006 par Jonathan Smallwood et Jonathan Schooler, qui considèrent que les pensées spontanées, ou la pensée spontanée, consiste en un déplacement sans intention consciente de l'attention qui est portée sur l'environnement présent à des pensées qui sont non reliées. Et puis enfin, une dernière définition
ce qui suggère que la pensée spontanée, c'est un état mental ou une séquence d'états mentaux qui survient relativement librement en raison d'une absence de contraintes fortes sur le contenu de chaque état et sur les transitions d'un état mental à un autre. Alors, ce que nous disent ces deux dernières définitions, c'est d'une part que la pensée spontanée apparaît comme un phénomène qui est non conscient. Alors, je reviendrai sur cet aspect ultérieurement, dans la mesure où certaines théories qui proposent qu'on a seulement une partie des pensées de la pensée spontanée qui sont non conscientes. Il y aurait une partie de ces pensées qui serait consciente. Et puis, deuxième chose qu'on trouve dans ces définitions, c'est que la pensée spontanée intervient lorsqu'il n'y a pas de contraintes particulières qui pèsent sur l'orientation de nos pensées. Donc, je reprends l'ensemble des définitions que je viens de vous donner. Ça donne un petit peu une idée de la diversité de ce qu'est la pensée spontanée, de la diversité de ce concept. Et en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est qu'elle regroupe probablement différentes formes, différentes expressions de pensée, dont on suppose qu'elles ne renvoient pas forcément à la même expérience phénoménologique, qu'elles ne vont pas forcément avoir la même implication, qu'elles n'impliquent pas forcément les mêmes mécanismes d'élaboration, de maintien ou de production, et ou qu'elles n'ont pas les mêmes conséquences sur la cognition ou sur les affects, par exemple. Alors, très rapidement, pour traduire un peu cette diversité du concept, même si au départ c'est quelque chose qui a été envisagé comme étant un concept unitaire, les recherches très rapidement, ce qu'elles ont démontré, c'est qu'il n'en était rien et que la divagation le vagabondage de l'esprit ou la pensée spontanée, ça doit plutôt être vu comme une espèce de famille de formes de pensée différentes qui partagent des attributs communs, donc ça se recoupe, mais pour lesquels il n'y a pas forcément de singularité. Et donc là, on voit ici un exemple de tout un tas de types de pensées qui sont regroupés sous cette notion de pensée spontanée, avec ici différentes dimensions qui peuvent être regroupées et qui peuvent permettre de définir plus ou moins précisément ces différentes formes de pensée. Alors, ce qui va nous intéresser par rapport à cette diversité du concept, c'est les conséquences de cette pensée spontanée. La majorité des études, en tous les cas les premières études qui se sont intéressées à la pensée spontanée, même les toutes premières dans les années, il y a eu des études dans les années, fin des années 50, et puis après avec Klinger, d'autres études dans les années 70, mais qui restaient vraiment des études très ponctuelles, où d'ailleurs il n'y avait pas forcément une idée très précise du concept auquel on s'intéressait, et des questions qui étaient des questions pertinentes qu'on pouvait se poser par rapport à ce concept. Et puis, c'est une recherche qui a commencé à exploser réellement début des années 2000, milieu des années 2000, où on a commencé à étudier donc, les conséquences de la pensée spontanée, notamment dans une direction assez, toujours la même, qui est les aspects négatifs liés à ces problématiques de pensée spontanée, donc de vagabondage de l'esprit. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont relativement négatives sur tout un tas de choses. On sait que ça provoque des coûts, notamment en atténuant les capacités de traitement des informations dans notre environnement, notamment à travers une influence sur les capacités attentionnelles, notamment la focalisation attentionnelle. On sait que c'est altéré dans les épisodes de pensée spontanée. On sait aussi que ça a des conséquences négatives sur les activités de la vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré les répercussions des pensées spontanées sur les activités de la vie quotidienne, comme par exemple la lecture. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrive tous encore tous les jours de lire des choses et puis de se rendre compte au bout de 15, 20, 30 lignes que finalement on ne les a pas lues, ces livres, dans tous les cas on ne les a pas compris, tout simplement parce que nos pensées étaient tout à fait ailleurs. Donc, il y a vraiment des répercussions très fortes sur les activités de la vie quotidienne. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure sur d'autres aspects. Il y a des répercussions sur la conduite automobile, par exemple. Il y a certains auteurs qui ont montré que le fait de présenter un épisode de pensée spontanée juste avant un accident prédit le fait d'en être responsable. Et puis, il y a des conséquences négatives sur les activités cognitives, comme par exemple sur les capacités de mémorisation, et notamment sur l'encodage de l'information. Bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Ce qui va nous intéresser, c'est plus des conséquences positives, et notamment la dernière ici qui est surlignée en rouge, dans la mesure où on a montré ensuite, il y a un très grand corpus de recherches qui se sont intéressées aux aspects plutôt positifs, en partant de l'idée que c'est quelque chose qui est très fréquent dans notre quotidien, ces pensées spontanées.
Les études, ce qu'elles montrent, c'est qu'on passe environ entre 24, pour les études les plus optimistes, à 50% de notre temps éveillé à avoir des pensées qui sont des pensées qui n'ont aucun lien avec l'activité qu'on est en train de faire. Et donc à partir de là, on s'est dit, si un tel mécanisme persiste, s'il a résisté à la pression de l'évolution, c'est peut-être bien qu'il nous sert à quelque chose. Donc on a essayé de comprendre à quoi ça pouvait servir. Et par exemple, on sait que c'est impliqué dans la créativité. Les pensées spontanées, ça permettrait ou ça représenterait une forme de période d'incubation pendant lesquelles notre esprit moulinerait en quelque sorte et nous permettrait d'être un peu plus créatif, ce type de choses. Ça nous permettrait aussi de lutter contre l'ennui. La capacité qu'aurait notre esprit à se désengager de l'environnement extérieur actuel et à s'engager dans une autre voie de pensée, c'est une capacité qui pourrait avoir évolué en partie pour nous permettre justement de surmonter tout ce qui est lié au désintérêt qu'on peut avoir par rapport à notre environnement, à l'ennui que celui-ci peut susciter, sans toutefois abandonner ouvertement une tâche nécessaire. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des pensées sur tout à fait autre chose que la conduite, mais on est encore tout à fait capable de réaliser cette tâche. Peut-être un peu moins bien, mais on est capable. Donc toutes les tâches qui sont de nature procédurale, comme la conduite, je viens de le dire, ou toutes les tâches simples qui requièrent une consommation très faible de processus cognitifs, ou des situations qui sont émotionnellement pauvres, donc sans grand intérêt, tous ces aspects-là de notre environnement externe vont favoriser l'émergence de pensées spontanées. Et puis enfin, relativement récemment, on a montré que la pensée spontanée était impliquée dans la capacité qu'on a à imaginer le futur. Donc on va voir cela en détail un petit peu plus maintenant. Alors, on a une capacité, les êtres humains, on n'est pas les seuls. Beaucoup d'espèces animales qui ont la même capacité que nous, donc on n'est pas la seule espèce animale à avoir ce type de capacité. Capacité qui est assez intéressante, qui est celle de voyager mentalement dans le temps. Donc, cette capacité, elle nous permet en quelque sorte de transcender un petit peu les contraintes qui sont celles de notre environnement et des activités qui y sont reliées. Et donc à se transporter mentalement, alors non seulement dans le passé, c'est se souvenir, ça finalement, mais on est aussi capable de se transporter dans le futur, notamment en pensant à des événements, à des tâches à venir, à des scénarios hypothétiques, voire à des événements complètement impossibles. Vous pouvez tout à fait vous imaginer maintenant en train de marcher sur Mars, et ce qui est génial, c'est que vous venez de le faire pour la plupart d'entre vous. Donc cette capacité prospective de projection dans le futur, elle fait l'objet de beaucoup de recherches qui sont à nouveau, je l'ai dit il y a quelques instants, relativement récentes. La plupart, elles ont été initiées dans les 10 ou 15 dernières années, et puis dans tout un tas de disciplines, dont la philosophie. On en a un exemple avec nos collègues grenoblois du labo de philo qui sont très impliqués là-dedans. Et donc évidemment, selon les auteurs, selon les champs disciplinaires, cette capacité de prospection, elle a été envisagée différemment, elle a été appelée différemment. Donc on trouve par exemple, pour les appellations les plus répandues, le terme de pensée épisodique future, de simulation épisodique, de prospection épisodique et planification autobiographique, etc., etc. Il y en a d'autres. Je vous ai mis les plus fréquentes ici. Donc ces variations terminologiques, alors c'est vrai qu'elles reflètent l'implication de différents domaines de recherche, c'est évident, mais elles reflètent aussi le fait que cette capacité prospective, elle est impliquée dans de très nombreuses activités cognitives de la vie quotidienne, notamment la résolution de problèmes, la créativité, j'en ai parlé tout à l'heure, la prévision, la planification et la rêverie, ce qu'on appelle le rêve éveillé. Alors toutefois, c'est vrai que la grande variété avec laquelle la pensée prospective semble se manifester dans la vie quotidienne, finalement on peut la réduire, à nouveau on est dans le réductionnisme, on peut peut-être le regretter, mais on peut réduire ça à 4 grandes formes fondamentales que sont la simulation. Donc, la simulation, c'est la construction d'une représentation mentale d'un événement, d'un scénario futur spécifique. Deuxième manifestation, c'est la prédiction. Donc la prédiction, c'est simplement l'estimation de la probabilité d'un événement ou d'un résultat particulier dans le futur. Troisième manifestation, c'est l'intention. L'intention, c'est le fait de pouvoir fixer un objectif ou une action à réaliser dans le futur.
C'est aussi souvent ce qu'on appelle mémoire prospective dans d'autres champs de recherche. Et puis enfin, la planification, qui est juste l'identification et puis l'organisation finalement des différentes étapes qui vont nous permettre d'atteindre un objectif. Donc ces formes de base, ces 4 formes de base, ça semble sous-tendre globalement la capacité prospective depuis la conception initiale d'un événement ou d'une tâche, peu importe, donc d'un événement futur ou d'une tâche future, jusqu'au processus de réalisation de l'objectif ou des actions qui sont prévues. Alors, il y a beaucoup de recherches, notamment en psychologie. Il y a des recherches dans d'autres domaines, mais je suis beaucoup moins spécialiste, donc pour lequel j'aurais beaucoup plus de mal à décrire. Et donc, la majorité des recherches qui se sont intéressées à ce phénomène en psychologie, au départ, elles ont été conduites en laboratoire, avec des méthodes particulières, enfin des méthodes classiques d'études en laboratoire, qui ont malheureusement un même point un petit peu faible, c'est qu'à un moment donné, en laboratoire, la demande est quasiment toujours faite explicitement de mettre en jeu cette capacité prospective pour construire délibérément des représentations mentales d'événements futurs, de tâches futures, quelle que soit leur nature. Donc, finalement, on observe, en essayant d'observer un phénomène qu'on appelle la pensée spontanée, on est face à un paradoxe où on essaie d'étudier un phénomène dont on suppose qu'il peut être spontané, mais qu'on essaie de déclencher intentionnellement, ce qui pose un petit problème. Donc plus récemment, on s'est demandé un petit peu comment la dimension prospective se manifeste naturellement, spontanément, lorsque on ne demande rien aux participants, lorsqu'ils ne sont pas explicitement invités à penser à des événements futurs ou à les construire. Alors je vais pas entrer dans les détails, parce qu'évidemment ça nous prendrait beaucoup plus de temps que ce qui m'est alloué, mais la conclusion, alors provisoire certainement, la conclusion c'est qu'il existe à minima finalement 2 formes principales sous lesquelles va pouvoir se manifester la capacité prospective. Une forme intentionnelle, donc où finalement on se détacherait intentionnellement de l'activité en cours pour se projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit bon tiens je vais réfléchir à ça, ou je vais imaginer ce qui va pouvoir m'arriver dans 2, 3, 4 jours. Et ça c'est la pensée épisodique future, c'est ce qu'on a ici sur la gauche. Et puis une autre forme qui apparaît spontanément et qui renverrait donc à la pensée spontanée ou vagabondage du l'esprit. Alors est-ce que réellement la pensée spontanée permet d'envisager le futur, d'imaginer le futur? Alors, il y a quand même un certain nombre de données qui semblent aller dans ce sens. Il y a un ensemble de données empiriques qui montrent, par exemple, qu'une partie non négligeable des pensées spontanées sont dirigées vers le futur. Donc, quand notre esprit vagabonde, quand nous pensons à autre chose que ce à quoi nous devrions penser, à une tâche en cours, par exemple, eh bien, on a un certain nombre de ces pensées, un certain pourcentage de ces pensées qui sont dirigées vers quelque chose qui va arriver ou qui devrait arriver dans le futur. Donc, juste à titre d'exemple, c'est à peu près les seules données que je vous montrerai aujourd'hui. En 2010, Jessica Andrusana, elle a utilisé une procédure particulière pour interroger des participants. C'est une procédure qui consiste à demander aux participants, et de façon très répétée, c'est-à-dire de très nombreuses reprises au cours d'une période donnée. Alors, la période donnée, ça peut aller d'une journée à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, en utilisant cette procédure un peu particulière, Jessica Andrusana, elle a réalisé une étude dans laquelle les participants étaient invités à signaler ce qui occupait leur esprit pendant les périodes de repos, c'est-à-dire périodes où pas de tâche particulière à réaliser, aucune tâche ne leur était assignée, donc les participants ils n'ont rien d'autre à faire que de rester tranquillement assis comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande ensuite à quoi ils pensaient, dans 5% des cas, uniquement, les participants disent « je pensais à rien », ou « l'esprit était vide ». Donc uniquement 5% du temps. En revanche, tout le reste est occupé par un certain nombre de pensées. Et parmi ces pensées, eh bien, il y en a un certain pourcentage, 19% ici, qui sont dirigées vers le passé, vers des choses qui nous sont arrivées. Et 30% de ces pensées sont dirigées vers quelque chose qui va ou qui devrait nous arriver. Si on regarde ça d'un tout petit peu plus près et très rapidement, pour les pensées qui sont dirigées vers le passé, on a une majorité écrasante, plus de 80%, qui concernent des pensées sur des événements qui nous sont arrivés soit aujourd'hui, donc très récemment finalement, donc on repense à ces événements,
Alors, je ne vais pas vous parler ici de pensée contrefactuelle parce que ça nous emmènerait un petit peu trop loin, mais l'idée derrière, c'est cette idée qu'on peut refaire le match sur des choses qui nous sont arrivées assez récemment. Donc, un très fort pourcentage concerne des choses, des événements qui viennent de nous arriver dans la journée ou hier. Donc 42% et 38%, donc on est à 80% de pensées dirigées vers le passé, mais sur un passé qui est très récent. Et puis 20% qui sont dirigées vers un passé un peu plus ancien, le mois dernier, l'année dernière. Pareil pour les pensées qui sont dirigées vers le futur. On a 40% plus 44%, on est à 84% de pensées dirigées vers le futur, qui sont des pensées dirigées vers des événements qui devraient avoir lieu aujourd'hui. Des choses qui sont importantes dans ce qui va nous permettre de nous adapter à notre environnement, mais très rapidement ou demain. Et puis il y a 16% de pensées, donc assez peu finalement, qui sont dirigées vers des événements qui devraient arriver le mois prochain ou l'année prochaine. Donc on sait, et puis évidemment il y a beaucoup d'autres études qui montrent ça, on sait que la pensée spontanée est impliquée très clairement dans les événements futurs. Maintenant, on ne sait toujours pas si elle permet d'imaginer le futur. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que la pensée spontanée permet d'imaginer ou de simuler le futur? Alors, comment est-ce qu'on parviendrait à penser au futur, à pré-expérimenter le futur et à imaginer ce qui pourra arriver et même penser à des choses qui ne pourront pas se produire, totalement imaginaires. Je parlais tout à l'heure d'un voyage sur Mars, vous pouvez tout à fait vous imaginer en train de marcher sur Mars, ça pose aucun problème. C'est un exercice de pensée relativement simple. Alors, tout d'abord, on a un certain nombre d'auteurs qui ont suggéré que notre capacité à simuler des scénarios possibles, réels ou imaginaires, relevait finalement d'un processus qui serait un processus constructif, donc un processus cognitivement exigeant. En l'occurrence, ce que nous ferions, c'est simuler des événements futurs en recombinant, alors de façon flexible, tout simplement des bouts d'expérience de ce que nous avons vécu dans notre passé. Et donc, construire, imaginer des événements futurs, ça serait finalement juste faire appel à ce qui est stocké dans notre mémoire épisodique, donc la mémoire de nos souvenirs, pour faire très court, et en recombinant ces différents éléments, eh bien, on parvint à créer ces événements. Alors, un peu plus récemment, cette idée elle a été remise en question, dans la mesure où il y a un certain nombre d'études qui ont montré que dans les tâches où on demande de créer des événements futurs, la majorité de ces événements, environ 60-70%, ce sont des événements qui sont rapportés très rapidement, en quelques secondes, et apparemment sans nécessiter beaucoup d'efforts, ni de stratégie particulière de recherche en mémoire, etc. Et puis, ce qui a été observé aussi, c'est que les pensées futures qui sont produites, eh bien, ces pensées, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus susceptibles d'avoir déjà été pensées dans le passé. Alors, ce ne sont pas simplement des événements passés remaniés dans le futur. En fait, ce sont des souvenirs du futur plutôt que des événements futurs nouvellement imaginés. Et puis enfin, il y a aussi un certain nombre de résultats d'études, là aussi très très récentes, sur la pensée épisodique future et le vagabondage de l'esprit, qui montrent que la majorité des pensées futures, et ça rejoint les données que je vous ai montrées avant de Jessica Andruzana, donc la majorité de ces pensées, ça concerne des événements qui se produisent plus tard dans la même journée ou dans les 7 prochains jours au grand maximum. Alors ce que ça semble indiquer, c'est que plutôt que de simuler délibérément des scénarios ou des événements futurs qui soient plausibles mais complètement inédits, en fait les personnes, vous et moi, nous finalement, il semblerait qu'on soit plus naturellement enclin à penser à un avenir plus immédiat en réactivant des tâches de mémoire prospective ou des plans pour la journée et le futur. Donc, est-ce que la pensée spontanée permet d'imaginer le futur? Il semblerait qu'en tous les cas, un certain type de pensée spontanée n'a pas pour fonction première d'imaginer des futurs. Ce que permettrait la pensée spontanée, c'est plutôt de récupérer spontanément, pour le coup, des souvenirs du futur, et principalement dans une perspective d'accomplissement de buts, avec des objectifs particuliers. Donc les pensées spontanées, il ne faut pas oublier que les pensées spontanées, ça serait une composante d'un mécanisme plus général qui permettrait de prédire, de simuler, de planifier le futur pour réaliser une intention. Ceci étant, récupérer des souvenirs du futur, ça nécessite quand même, à un moment donné, de les avoir préalablement imaginés, construits. Donc,
il y a bien un moment donné où on doit avoir utilisé quelque chose qui nous permette de construire, d'imaginer ces événements futurs. Donc actuellement, en psychologie du moins, les recherches sur la pensée spontanée, elles ont tendance à lui conférer, puis à la restreindre un petit peu dans un rôle de chambre de récupération. D'autres domaines, et notamment certains auteurs en philosophie de la mémoire, lui accordent un rôle plutôt dans la construction des scénarios futurs, que ce soit des scénarios probables ou improbables. Et donc, là, on rejoindrait plutôt l'idée que l'imagination, finalement, n'est pas contraire à l'exercice de la volonté, mais permettrait l'exploration et l'ouverture des champs du possible dans un futur, qu'il soit proche ou lointain. Alors, évidemment, finalement, on n'a pas répondu à la question initiale, pas complètement en tous les cas, et probablement que pour répondre à cette question, pour explorer à fond cette question, il va être nécessaire de mener des recherches qui croisent les regards. Et c'est ce qu'on trouve un petit peu dans la... vous noterez que la conclusion est peut-être un petit peu, comment dire, tirée par les cheveux, mais là aussi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez Gilbert Durand, et il a certainement vu juste de ce point de vue-là, en soutenant qu'il n'y a pas une science de l'homme, enfin qu'il n'y a qu'une science de l'homme, et que les découpages entre disciplines, finalement, ne sont que circonstanciels, et puis, finalement, que ce ne sont que de simples points de vue différents sur un objet qui est, lui, unique. Et donc, on aura besoin de tous les points de vue pour répondre à cette question. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie, et je remercie encore à nouveau les organisateurs de cet événement.